teach your children well. Their father's hand did slowly go by. Le Pacifique Sud. Des lagons qui évoquent le paradis. De magnifiques récifs coralliens qui nous charment et nous convient au rêve. C'est le monde tel qu'on souhaiterait qu'il soit toujours. Dans ce grand carnaval de vie, coexistent des milliers de personnages colorés. La diversité renforce les récifs coralliens. Plus il y a d'espèces, et plus il y a de systèmes de survie. Les récifs coralliens se développent depuis 60 millions d'années. Certains coraux ondulent comme des fleurs sous la brise. D'autres imitent la pierre. Mais tous les coraux sont des animaux. Ces terrains de jeu sous-marins sont composés de coraux rigides, produisant de la pierre calcaire qui sert de domicile. Empilés les uns sur les autres, des millions de ces domiciles de corail forment un gigantesque récif. Il est merveilleux de songer que les structures vivantes les plus massives du monde soient édifiées par de minuscules animaux. Presque toutes les côtes tropicales sont protégées par des récifs coralliens qui servent de barrière contre la violence des océans aux habitants de ces îles. Quand nous sommes blessés, la médecine utilise du carbonate de calcium tiré du corail pour réparer nos os brisés. Quand nous sommes malades, des composés chimiques tirés du récif peuvent nous rendre la santé. Nulle part dans la nature ne se trouve un tel réservoir de médicaments à usage humain. Les récifs nous nourrissent. Plus de 300 millions de personnes dépendent du poisson pêché parmi eux. Pour les insulaires du Pacifique tels que moi, les récifs coralliens sont aussi essentiels que l'air qu'on respire. Vulakoro, natif de Fidji, a toujours habité près de l'océan. Pendant des siècles, mes ancêtres ont pris soin de ne pas surexploiter la ressource. Alors le récif était demeuré sain. Mais cette année, il s'est produit quelque chose de terrible. La mort s'est mise à ravager le récif. Quelle en était la cause? J'ai résolu de chercher des réponses. Ainsi, j'ai fait appel à mes partenaires de plongée partout sur la planète. Howard et Michelle Hall
ont passé 30 ans à explorer et à filmer les récifs. Leurs images sous-marines sont célèbres dans le monde entier. Ils ont reçu le message de Rosie alors qu'ils étaient en montagne, loin de leur récif bien-aimé. Tout au long de ce vol, je réfléchissais à la façon dont on pourrait aider Rosie. Puis j'ai pensé que notre ami Richard Pyle était l'homme de la situation. Il est biologiste de la vie marine. Ce type de problème apparaît maintenant partout sur la planète. Dans la mer Rouge, en Afrique de l'Est, aux Maldives, aux Philippines. Partout, on voit surgir des problèmes à une cadence sans précédent. Richard nous a appris que les récifs coralliens mouraient partout à une vitesse inquiétante. Surtout à cause du réchauffement des océans. Il nous a vivement encouragés à documenter les récifs coralliens avant qu'ils ne disparaissent. On savait que l'incomparable précision de la caméra IMAX en faisait l'appareil idéal pour ce travail. Pousse l'ouverture jusqu'à F de 8. Notre mission était claire. Ramener des images qui permettraient aux scientifiques de trouver des indices sur ce qui ravageait le récif de Rosie. On devait comparer le récif de Rosie à des récifs à l'échelle du Pacifique Sud, en commençant par le plus grand d'entre eux, Grande Barrière. L'idée d'explorer en plongée des récifs coralliens à l'échelle du Pacifique Sud était la réalisation d'un rêve. On plongerait des centaines de fois, et parfois à des profondeurs supérieures à tout ce qu'on avait connu auparavant. En 30 ans de plongée côte à côte, on n'avait jamais entrepris une expédition plus importante. Certains secteurs de Grande Barrière sont protégés depuis 2 décennies contre la surpêche. Le premier objectif de l'expédition de 10 mois serait d'évaluer les effets de cette protection. Ces mollusques appelés bénitiers n'y étaient pas quand j'ai plongé ici la première fois, il y a 22 ans. Ils avaient disparu sous l'effet de la surpêche commerciale. En une seule journée, on en a vu une douzaine ici. C'est bon signe. Il est clair que ce récif remonte la pente. Tracy Medway, biologiste local de la vie marine, nous a menés jusqu'à ces mérous tachetés, qui ont des marques en forme de pommes de terre sur les flancs. À travers la majeure partie du Pacifique Sud, les poissons de très grande taille ont été décimés par la surpêche. Les mérous d'ici n'ont survécu que grâce aux lois qui les protègent. Ces chirurgiens bagnards sont des végétariens qui protègent le récif en grignotant les algues qui étoufferaient les coraux. Si ce type de poisson venait à disparaître en trop grand nombre, les coraux mourraient. C'est ainsi que la surpêche détruit les récifs. Parfois, on ne perçoit pas la symbiose entre 2 espèces jusqu'à ce que l'une d'entre elles disparaisse. Tout comme le poisson protège le récif, le corail fournit aux poissons l'abri et le domicile. De la simple cabane au château fait sur mesure. Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Le goby de mer partage souvent son domicile avec la crevette bulldozer. Dès qu'elle sort de son terrier, la crevette garde une antenne sur le goby. Le goby jouit d'un terrier impeccable sans avoir à lever son aileron. Et la crevette, très myope, profite d'un garde du corps. D'un simple coup de queue, le goby signale à la crevette l'arrivée d'un prédateur.
Ce corail vieux de 100 ans sert de bureau de dentiste à ce mérou. Un minuscule poisson, le labre nettoyeur, nage dans la bouche du mérou et se nourrit de parasites. Le mérou y gagne des soins de toilettage. Et le labre son repas. Ces partenariats exigent une confiance mutuelle. Et considérable. Cat Holloway, chercheur en coraux, a rejoint Michel pour une étude de la communication entre espèces. Je craignais de l'aspirer ou de l'avaler, mais non. Ça chatouillait, ça pinçait un peu. J'étudie les comportements animaux depuis de nombreuses années. Mais ça, c'était différent. Je participais activement au processus. Ici, la vie est maintenue par les partenariats entre espèces. Mais elle est souvent presque invisible. Les plus importants partenaires du corail sont des algues microscopiques qui vivent à l'intérieur même des tissus des animaux coralliens. C'est un cerveau de Neptune, c'est ça? Ces algues auxiliaires transforment en sucre la lumière solaire pour nourrir les coraux qui construiront les récifs. Sans ces algues auxiliaires, la plupart des coraux ne peuvent survivre. Mais ce partenariat est partout menacé par des eaux de mer anormalement chaudes. La cinématographie accélérée nous montre comment, en l'espace d'une semaine, une augmentation de 2 degrés chassera les algues. Privé de sa principale nourriture, le corail devient d'un blanc délavé, fantomatique. Si les algues ne reviennent pas, le corail meurt de faim. Ici, en Australie, on est revenu à des endroits qu'on avait visités il y a 20 ans et on a constaté avec surprise la détérioration des récifs due au réchauffement des océans. Nos relevés en Australie nous ont fourni un repère pour interpréter ce qui clochait au récif de Rosie, situé à Fidji, à 3200 km de là. Une fois à Fidji, en 5 minutes, on avait renoué les liens avec Rosie. On était comme avant. C'est à ce moment-là que Howard m'a rendu le sourire. Michel et moi avions hâte d'aider Rosie, mais en premier lieu, il fallait respecter les traditions locales. Avant que des étrangers ne puissent plonger au large de mon île, les anciens doivent donner leur autorisation. Mon peuple a toujours limité les pêches. Cette tradition de conservation des récifs nous avait très bien servi. Jusqu'à maintenant. Je voulais que Howard voie d'abord notre récif tel qu'il avait toujours été. Le récif était magnifique, rempli de petits poissons. Mais on y voyait beaucoup moins de grands poissons qu'on en avait vus en Australie. Ça m'inquiétait.
Le moment était venu de montrer à Howard et Michel les secteurs plus lointains du récif. Je me demandais où étaient passés tous les animaux. Ces récifs se mouraient. C'était affreusement triste. À voir la destruction de ce récif, on a pensé que celui de Rouzy présageait peut-être l'état de tous les récifs coralliens d'ici 30 ans. Avant, notre récif était l'habitat d'innombrables créatures. Maintenant, elles ont presque toutes disparu. Mais après ce spectacle désolant, j'ai aperçu une pieuvre. Les pieuvres font une tente avec leur corps. Elles étendent leurs 8 bras et prennent les crevettes et les crabes qui vivent dans le récif. Elle avait trouvé le moyen de survivre. Il y a peu d'autres espèces qui pouvaient en faire autant. Pour les habitants des îles qui vivent de la pêche, la mort du récif a été une catastrophe. En particulier pour ceux qui ont des enfants à nourrir. Mais de quoi le récif de Rouzy est-il mort? Les flottilles de pêche étrangères ont surexploité ces eaux. Et nos thermomètres nous disent que l'océan a 2 degrés de plus qu'avant. J'ai trouvé d'autres coraux blanchis et aucun gros poisson. Mais je sentais que le réchauffement et la surpêche n'étaient pas les seuls responsables. À 16 km à l'intérieur des terres, dès qu'on a abattu les forêts tropicales humides, le limon a engorgé la rivière de sa boue. Deux rivières convergent, une où l'on exploite la forêt et l'autre non. Les sédiments de l'opération empruntent tous le même chemin. À l'embouchure de la rivière, le limon bloquait le soleil dont dépend le corail pour sa croissance. Le récif de Rouzy avait été la victime de stress combinés. Le réchauffement des eaux, la surpêche et l'envasement. Les coraux peuvent résister à l'un ou l'autre, mais les trois à la fois avaient eu raison d'eux. Je comprenais mieux le problème maintenant. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Howard suggéra qu'un récif sain nous fournirait des éléments de réponse. On a mis le cap sur une autre île. C'est là qu'on a retrouvé Jean-Michel Cousteau, le fils du légendaire explorateur des mers. Jean-Michel vient tous les ans à Fidji pour aider les biologistes de la vie marine, comme Maria Joao Rodrigues, à exercer une surveillance sur les récifs coralliens. Nous avons conduit Howard et Michel vers un récif proche, où l'envasement n'est pas un problème, grâce à la présence de mangroves. Leurs racines piègent le limon, ce qui protège les récifs. De nombreuses espèces utilisent les mangroves comme des pouponnières pour protéger leurs petits. Mes compatriotes fidjiens ont préservé ces bienfaisantes mangroves dans un parc marin qui fait du récif au large des côtes un monde de merveilles. Sain, beau, robuste. C'est comme ça que je voudrais voir mon propre récif. Partout sur la planète, il existe des récifs coralliens tropicaux. Fidji est la capitale mondiale des coraux mous.
Les coraux ne sont pas seulement beaux, ils sont bénéfiques. Des composés chimiques tirés des récifs coralliens ont été reproduits en laboratoire et soulagent les douleurs chroniques, facilitent les accouchements et prolongent même la vie de personnes atteintes du sida. Les coraux partagent leur nourriture, certains partagent même un estomac. Quand le courant accélère, la chronophotographie, la cinématographie accélérée, nous montre ces coraux mous se gonflant comme des ballons pour attraper des miettes de nourriture flottante. Dans un récif sain comme celui-ci, on peut voir d'innombrables créatures différentes. On préfère ne pas s'approcher des animaux. Il vaut mieux attendre qu'ils viennent à nous. Ce lointain cousin du cobra peut tuer une personne en quelques minutes. Mais il est rare qu'il morde les humains. Michel compte là-dessus. On apprend beaucoup d'un récif en observant ces animaux. Les enfants font la même chose. Les récifs recèlent bien des secrets. L'observation, c'est la première étape de la science. Qui aurait remarqué que les castagnols jaunes, les poissons demoiselles, veillent sur ces œufs minuscules jusqu'à leur éclosion? Ou que le concombre de mer filtre les déchets et crée un récif plus propre pour tous ses habitants. Les Fidjiens comptent parmi les plus grands biologistes de vie marine du monde. On a peut-être parmi nous un futur scientifique. Nous avons appris que nous ne recevons pas de nos parents la terre en héritage. Nous l'empruntons de nos enfants. Les enfants adorent repérer de nouvelles espèces de poissons. C'est la même passion de la découverte qui motive les hommes de science comme Richard Pyle. J'attrape des petits poissons. Des petits poissons pour la science. Richard Pyle se dit un accro des poissons. Il étudie les espèces dans les profondeurs extrêmes des récifs coralliens. Plus grande est la profondeur des récifs, plus grande est notre ignorance. Je veux découvrir ce qui vit là-dedans. On ne peut pas se faire une idée exacte d'un récif corallien en observant qu'une partie. Cependant, les plongées en profondeur sont périlleuses. Même aidé d'appareils respiratoires, on peut être atteint d'une infection fatale baptisée Benz ou la maladie des caissons. J'ai failli perdre Howard il y a 2 mois, au cours d'une plongée profonde. Il a été gravement atteint de ce trouble et il aurait pu en mourir. Pour éviter que le mal ne progresse, j'ai respiré de l'oxygène pur, mais ça n'avait pas l'air de m'aider. Je n'avais plus aucune sensation dans la jambe droite. J'ai eu une peur terrible quand je l'ai vu trébucher. Je me disais, non, c'est pas possible. Michel a amené Howard à l'hôpital à toute vitesse, dans l'espoir qu'un caisson de décompression pourrait endiguer le mal et lui sauver la vie. Par bonheur, il y avait un système de communication qui me permettait de lui parler. Howard s'en est sorti.
Mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'on se préparait à une autre plongée profonde, 107 mètres. Le jour suivant, lors de la plongée, Howard et Richard prévoyaient une pression 12 fois plus importante que la normale. Mais ce sont des experts, et il y a tant à apprendre de l'exploration de régions dont on sait si peu de choses. Des plongeurs auxiliaires fixent des bonbonnes de secours aux 15 mètres sur un filet de sécurité. Bien reçu, 30 mètres. À la descente, trop d'oxygène, c'est mauvais. Trop peu, c'est pire. D'une façon ou d'une autre, ça peut vous tuer. Les plongeurs auxiliaires vont aussi loin que possible, puis ils s'arrêtent. Après, c'est à nous de jouer. Au fur et à mesure de la descente le long du mur du récif, l'environnement devient plus froid et sombre, et on recule dans le temps. À 60 mètres, on voit des dépôts calcaires datant de 20 000 ans, l'époque où cette surface marquait l'extrémité supérieure du récif. Michel, on est au fond, à 107 mètres. À 107 mètres, on pénètre dans la zone crépusculaire. C'est à la fois inquiétant et merveilleux de contempler un récif que personne n'a encore jamais vu. Ça devient très intéressant. On ne trouve ici aucun corail qui dépende de la lumière solaire. On y trouve plutôt des gorgones et du corail fouet. Cette communauté corallienne a l'air en excellente santé. Pour aller plus loin dans sa quête de connaissances sur la vie des profondeurs, Richard ramènera à la surface un petit nombre d'échantillons qu'on pourra documenter. Je vois dans mon environnement immédiat des douzaines d'espèces de poissons que je n'avais jamais vues, que peut-être personne n'a jamais encore vues. Les scientifiques comme Richard tentent de dresser une carte du réseau vital dont nous faisons tous partie. Chaque nouvelle espèce de poisson renferme des millions d'années de développement génétique que la recherche médicale pourra exploiter. L'intensité de la pression d'eau a déréglé la caméra principale. J'ai été soulagé quand Howard a décidé d'interrompre la plongée. Nous espérons que les images prises par Howard permettront aux scientifiques d'explorer un récif qu'ils n'auraient jamais pu voir autrement. Ce n'est pas tous les jours qu'on est témoin de la découverte d'une nouvelle espèce de poisson. Vous voyez ce petit rouge avec la longue queue? C'est lui qui m'intéresse le plus. Certainement une nouvelle espèce. Bon, j'en ai vu des centaines de fois, moi. Jusqu'à tout récemment, les récifs coralliens profonds n'étaient qu'une zone inconnue sur notre carte de la vie sur Terre.
Mais chaque découverte nous mène à percevoir de nouvelles correspondances. On pourrait croire qu'il s'agit d'un insignifiant petit poisson de couleur rouge, mais il représente en fait une importante pièce du casse-tête qu'est la biodiversité. Je savais qu'il s'agissait de quelque chose de différent. Les mois de travail ardu à Fidji ont donné des résultats. Rosie a vu de ses yeux à quel point les coraux prospèrent quand les récifs sont protégés. Il est prêt à rentrer dans son île natale. Mes compatriotes m'ont montré comment on établit un parc marin, comment protéger les mangroves et même comment modérer la surexploitation forestière. J'ai hâte de me mettre à la tâche. À Fidji, on a vu des récifs étonnants, mais également beaucoup de coraux détériorés. L'envasement du récif de Rosie nous a mené à notre prochaine question. La proximité des côtes constitue-t-elle un risque supplémentaire pour les coraux? La Polynésie française allait nous permettre de chercher une réponse à cette question. En Polynésie française, Howard et Michel se sont penchés sur Tahiti et Moorea. Deux îles densément peuplées où les récifs sont à proximité des berges. Comme il ne restait que 6 semaines, Howard devait rapidement se faire une idée globale de la situation. Étant adepte du deltaplane, j'ai l'habitude des petits appareils comme celui-ci. Mais je trouve toujours étrange qu'on puisse transporter son moteur dans un sac à dos. Moorea ressemble par certains côtés à l'île qu'habite Rosie. Le corail d'ici est très sujet à l'envasement et à la pollution, parce que les récifs sont très proches de la rive. Après avoir survolé la rive nord de Moorea, on a traversé les montagnes pour observer la rive sud. Même à proximité des villes, on n'a pas constaté que le récif se détériorait beaucoup. Le développement côtier peut menacer les récifs. L'envasement, la pollution et la destruction de mangroves constituent des risques graves. Mais les lieux de villégiature comme ceux-ci sont prospères parce que le respect de l'environnement représente un avantage économique. Les touristes fuient les récifs endommagés. Notre survol de Moorea nous a fourni une première impression. N'ayant plus beaucoup de temps, on s'est adressé à Reef Check à bord du Quicksilver Crossing. Reef Check compte plus de 4000 plongeurs amateurs répartis dans 60 pays qui surveillent la santé des récifs coralliens. On a demandé aux bénévoles de Reef Check de vérifier les dommages subis ici, à Moorea, par les coraux, pour savoir si c'était les récifs les plus voisins des côtes qui étaient les plus gravement atteints. À vol d'oiseau, on voit clairement comment ces îles volcaniques sont nées et comment les récifs sont nés à leur tour en périphérie. Les plus abruptes, donc les plus jeunes de ces îles volcaniques, Tahiti et Moorea, sont assez élevées. Elles ont subi peu d'érosion, donc les récifs qui les encerclent sont apparus tout près des côtes. Bora Bora
Rangirua est plus ancienne. Le volcan s'est affaissé un peu, a subi l'érosion, alors les récifs sont plus au large. À l'étape finale, on obtient un atoll qui ressemble à un anneau aplati. Le volcan s'est complètement affaissé dans la mer, laissant une île corallienne en forme d'anneau qui enserrait jadis une montagne élevée. L'équipe se dirige vers Rangirua, le second plus grand atoll du monde, pour observer les récifs les plus éloignés de toute la Polynésie française. Il y a 10 ans, un cyclone a détruit la majeure partie du corail de Rangirua. Mais les tempêtes sont des phénomènes naturels dont les récifs coralliens savent se remettre, à condition que les humains ne s'en mêlent pas trop. Ici, les coraux semblent modestes, mais sains. On a immédiatement aperçu 2 poissons perroquets mâles qui se disputaient pour délimiter leur territoire. Ce qui signale une population de poissons nombreuse et saine. Mais où se cachent donc les immenses bancs de requins gris qui font la renommée du récif de Rangirua? Une abondance de poissons, mais pas de requins. Leur absence ne signale pas nécessairement un danger pour les coraux, mais peut indiquer un déséquilibre de l'écosystème global du récif. Alors notre premier objectif devenait le repérage des requins. On a fouillé tous les territoires de prédilection des requins, mais sans succès. On était prudent, parce que surprendre un requin gris dans son habitat n'est pas très souhaitable. Si les requins sont en promenade dans les eaux peu profondes du récif, la meilleure façon de les repérer est d'être à bord d'un ultraléger. Des populations entières de requins ont été exterminées par la pêche commerciale partout dans le Pacifique. Les requins gris des récifs sont particulièrement vulnérables. C'est bien ce qui m'inquiétait. La recherche aérienne n'a rien donné et le temps commence à nous manquer. Mais un emplacement possible reste à explorer, le passage de Tiputa. Le courant est d'une violence inouïe dans ce coin-là. Et voilà, on surprend des centaines de requins qui rôdent dans ce petit canyon comme un gang de rue. Le courant nous entraîne vers eux sans qu'on puisse résister. Sont-ils en période d'accouplement? C'est le moment d'essayer de ressembler le moins possible à un requin. 2 de mes amis ont été mordus par des requins gris des récifs. Le plus grégaire de tous les requins, le requin gris, nage en formation compacte. En 30-50 plongées, je n'ai rien vu de semblable. Ce banc de requins devait en compter dans les 300. Voilà un excellent indice de santé. Cette découverte n'est pas le dernier mot de l'histoire, mais constitue un indice très favorable quant à la santé de l'écosystème de ce récif. On s'amuse une petite heure avec les requins, sachant qu'au retour, on aura les courants dans le dos. On n'aura qu'à se laisser porter. Looking at the roses and singing, traveling,
Pendant 10 mois épuisants mais magiques, on a exploré certains des récifs coralliens les plus magnifiques de la planète, Michel et moi. Et au cours de l'expédition, notre intérêt pour les coraux s'est transformé en véritable passion. Mon peuple contemple les récifs et refuse de croire qu'un tel milieu puisse à jamais disparaître. Mes amis Howard et Michel m'ont donné les outils nécessaires à la guérison du récif de mon village. L'amour de Howard pour ces récifs a failli lui coûter la vie. Mais parmi les plongées qu'on a effectuées, plus de 500, on a ramené des images très évocatrices. Une image qui hante mon esprit, c'est celle de cette pieuvre solitaire rampant dans les décombres du récif. Elle pourrait être bientôt privée de domicile. Personne ne détruit volontairement un milieu d'une telle beauté. Mais quand un récif meurt, ce sont des milliards de choses vivantes qui meurent aussi. Aujourd'hui, les coraux semblent mourir plus rapidement que la normale et la tendance va en s'accentuant. La majeure partie des récifs coralliens encore vivants pourraient avoir disparu d'ici 30 ans. Et si c'est le cas, quelque chose en nous mourra aussi. Après tout ce que les coraux ont fait pour nous, des gens de plus en plus nombreux veulent leur rendre l'appareil. Ils appuient les dirigeants qui tiennent à combattre le réchauffement de la planète, se joignent à des équipes comme Reef Check et s'engagent dans la lutte. Il existe sans doute dans les récifs coralliens une source de médicaments supérieure à tout ce qui se trouve ailleurs sur la planète. Sauver les récifs, c'est nous sauver nous-mêmes. L'élaboration d'un récif corallien est un long processus qui se produit étape par étape. Il survit grâce au partenariat. Et les partenaires les plus précieux que les coraux peuvent avoir sont très certainement vous et moi.